Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Alors, il y a du changement en France, et ça date de quelques jours à peine, depuis ce 1er janvier 2026. Pour un étranger qui souhaite s'installer durablement, il y a maintenant une nouvelle étape. Vraiment, incontournable. On va parler aujourd'hui de ce fameux examen civique. Oui, un nouveau rite de passage en quelque sorte. C'est exactement ça. Et pour en parler, on a sur la table les documents officiels. Ils viennent tout droit du ministère de l'Intérieur, du site servicepublic.fr, donc c'est du solide. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça, comprendre ce que c'est vraiment, cet examen, qui est concerné, ce qu'il y a dedans, et puis au fond, est-ce que c'est juste un test de plus, ou est-ce que ça change vraiment les choses? Alors c'est parti, on déballe tout ça. Et pour bien situer les choses, il faut comprendre que cet examen, il ne sort pas de nulle part. Ah non. Non, c'est une conséquence directe de la grande loi sur l'immigration de 2024. Celle qui avait pour but de, je cite, « contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ». D'accord. L'objectif affiché, c'est de renforcer les exigences, à la fois sur le niveau de français et sur la connaissance des valeurs républicaines. Ce n'est pas juste un petit questionnaire, c'est vraiment la nouvelle pierre angulaire de tout le parcours d'intégration. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui, très concrètement, doit se préparer à passer sur le grill? Est-ce que ça concerne tout le monde? Non. Et c'est un point vraiment crucial. L'examen, il vise surtout les nouveaux arrivants qui font une demande pour la toute première fois. La première fois seulement. Voilà. Spécifiquement, les personnes qui demandent soit une carte de séjour pluriannuelle, la CSP, soit une carte de résident, la CR. Donc on parle des ressortissants de pays hors Union européenne qui veulent s'installer pour plusieurs années. Exactement. Et bien sûr, c'est aussi une étape obligatoire pour toute personne qui demande la naturalisation française. Donc si je comprends bien, quelqu'un qui est déjà en France, qui a déjà son titre de séjour et qui doit juste le renouveler, pas de panique pour cette personne. Exactement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Si on est juste dans un cas de renouvellement de papier, pas besoin de repasser par la case examen. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Les sources précisent aussi qu'il y a des exceptions claires. Par exemple, les bénéficiaires de la protection internationale, les réfugiés, eux, ne sont pas concernés. C'est une clarification importante. Alors, au-delà du qui, il y a le pourquoi. Quel est l'objectif de fond? C'est de vérifier qu'on connaît la date de la Révolution française? C'est un peu plus profond que ça, en fait. L'idée, c'est de s'assurer que la personne a une connaissance de base des principes qui fondent la société française. La laïcité, l'égalité femmes-hommes, mais aussi le fonctionnement de l'État, de la démocratie. D'accord. Cet examen, c'est la conclusion logique du contrat d'intégration républicain, le CIR. Ah oui. En signant ce contrat, la personne s'engage à suivre une formation. L'examen vient donc vérifier que la formation a été utile. L'engagement devient mesurable en quelque sorte. Et si on ne le respecte pas? Alors là, les conséquences peuvent être sérieuses. Le préfet peut décider de résilier le contrat, ce qui a un impact direct sur le droit de rester en France. On passe donc d'un engagement moral à une preuve tangible. D'accord. Alors là, on arrive au cœur du réacteur. On a le cadre, on a les règles, mais concrètement, quand on est assis devant l'ordinateur, ça ressemble à quoi cette épreuve? Alors, il faut imaginer un vidado. On a 45 minutes, pas une de plus. C'est court. C'est très cadré. Devant soi, un écran avec un questionnaire à choix multiples. Un QCM? De 40 questions. Et pour chaque question, 4 propositions, mais une seule bonne réponse. Et pour réussir, il faut être bon élève, j'imagine. Il faut quel score? Il faut viser l'excellence, oui. Le seuil est fixé à 80% de bonnes réponses. 80%? Oui, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 32 bonnes réponses sur 40. Ah oui, quand même. On a le droit qu'à 8 erreurs. 80%, c'est énorme. Certains pourraient dire que c'est une barrière conçue pour être difficile à franchir. C'est une critique possible, oui. Plus qu'un vrai outil d'intégration. Est-ce que les documents donnent une idée du taux d'échec attendu? Non, pas à ce stade. Ce sera quelque chose à observer avec le temps. Mais il y a une contrepartie qui est essentielle. Laquelle? C'est qu'on peut repasser l'examen autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de limite.
Ah d'accord. Et une fois que l'attestation de réussite est obtenue, elle est valable à vie. C'est un acquis définitif. Bon, ça enlève un peu de pression. Mais ce qui m'intrigue, c'est la nature des questions. Est-ce que c'est du par cœur pur et dur? C'est là que ça devient subtil. Sur les 40 questions, il y a 2 formats bien distincts. Il y a 28 questions de connaissances pures, par exemple, qui nomme le Premier ministre? Classique. Voilà. Mais les 12 autres questions, ce sont des mises en situation. Des mises en situation, c'est-à-dire? On décrit un petit scénario de la vie quotidienne et on demande quelle serait la réaction appropriée en accord avec les valeurs françaises. Attendez, une seconde. Si je lis bien nos sources, les listes des 28 questions de connaissances, elles sont publiques. On peut les trouver sur le site du ministère. C'est exact. Mais pas les 12 mises en situation, hein? Non. Pourquoi cette opacité pour presque un tiers de l'examen? Le but, c'est de piéger les candidats? C'est une excellente question. Et c'est sans doute le point le plus fascinant du dispositif. L'argument officiel, ce serait de dire qu'on veut tester le raisonnement, pas la mémorisation. Je vois. Si on publiait les scénarios, les gens apprendraient les bonnes réponses par cœur sans forcément les comprendre. Là, en gardant le secret, on cherche à voir si la personne a vraiment intégré le principe de laïcité, par exemple face à une situation qu'elle n'a pas pu bachoter. On teste l'application, pas juste la récitation. C'est l'idée. Et il faut aussi savoir qu'il y a différents niveaux de difficulté. Ah bon? Oui, le QCM pour une carte de séjour pluriannuelle est un peu plus simple que celui pour la naturalisation, qui est le niveau le plus exigeant. D'accord. L'intention est de séparer la connaissance de la compréhension. C'est ambitieux. Alors justement, parlons de ces fameuses connaissances. L'examen couvre 5 grands thèmes. On peut les passer en revue, ça donnera une idée concrète de ce qui est attendu. Alors-y. Le premier grand thème, sans surprise, c'est « Principes et valeurs de la République ». J'imagine qu'on a droit à la question sur la devise « Liberté, égalité, fraternité ». C'est un incontournable. Mais ça va plus loin. On trouve des questions comme « En quelle année la loi de séparation des églises et de l'État a-t-elle été votée ?» 1905. Exactement. Une date clé. Ou encore des questions sur les symboles que représente Marianne, ou même compléter les paroles de la Marseillaise. Le deuxième thème, système institutionnel et politique. Un peu plus technique, j'imagine. Oui, là on est dans le fonctionnement de la machine démocratique. Qui vote les lois? Combien de temps dure le mandat du président? Combien de députés à l'Assemblée nationale? Mais il y a aussi des questions plus larges, d'actualité, comme quel État a quitté l'Union européenne en 2020? Le Brexit s'invite à l'examen d'intégration. C'est intéressant. Troisième thème, droits et devoirs. Là, ça doit être très concret. Très concret et très important. On a des questions fondamentales comme la peine de mort en France est abolie, bien sûr. Voilà. Mais aussi des choses très pratiques. Que doit faire une victime de violence conjugale? Quel est l'âge de la majorité civile? Ou même une question sur le civisme du quotidien. Jeter un mégot par terre est une infraction, passible d'une amende. C'est ça. Quatrième thème, on voyage. Histoire, géographie et culture. Ça doit être vaste. C'est un spectre très large. On peut avoir une question sur le surnom de Louis XIV, le roi Soleil. Classique. Mais si, qui était Molière? Quel fleuve traverse Paris? Ou qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire? Jules Ferry, donc. Et on termine avec le 5e thème, mon préféré, vivre dans la société française. Le test de la vie de tous les jours. Exactement. Quel numéro appeler pour les pompiers? Le 18. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que le SMIC? Et la question qui pour moi résume tout, où peut-on déposer un lave-vaisselle cassé? J'adore cette question. La déchetterie, évidemment. Bien sûr. Ça prouve que l'intégration, c'est aussi savoir ne pas abandonner son électroménager sur le trottoir. Honnêtement, je connais pas mal de Français de souche qui échoueraient à cette question. C'est une façon de tester le civisme du quotidien. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la répartition de ces questions. Ah, ce n'est pas équilibré. Pas du tout. Si on imagine l'examen comme un gâteau, plus de la moitié est consacrée aux 2 premiers thèmes. Lesquels? Les principes et valeurs et les droits et devoirs. C'est de loin la part la plus importante. L'histoire, la politique, ce sont des parts plus petites. Et la vie quotidienne, c'est une toute petite miette. Donc, si je décode, les sources nous disent qu'on accorde bien plus d'importance à l'adhésion aux valeurs qu'à la connaissance du règne de Louis XIV. C'est un message politique assez fort, non? C'est exactement ça. L'État ne cherche pas à former des historiens, mais des citoyens. Le message, c'est que le vivre ensemble d'aujourd'hui et de demain, c'est plus crucial qu'à la mémoire du passé. Et ça se voit ailleurs?
Oui, ça se confirme avec les fameuses mises en situation. La totalité des 12 mises en situation porte exclusivement sur ces 2 thèmes. Ah oui ? C'est là que l'État veut vérifier la compréhension en profondeur. C'est très clair. Alors, face à ce monument, la question logique, c'est comment on se prépare ? Est-ce qu'on est lâché dans la nature avec un manuel à apprendre par cœur ? Heureusement, non. La pièce maîtresse de la préparation, c'est la formation civique. Une formation ? Oui, une formation obligatoire qui a lieu juste avant de passer l'examen. Elle dure 4 jours, soit 24 heures au total. Et quel est le programme pendant ces 4 jours ? Les objectifs sont multiples. Le premier, c'est bien sûr de donner toutes les informations pour réussir l'examen. Les valeurs, les institutions, etc. Logique. Le deuxième est très pratique. Aider les gens dans leur démarche du quotidien. La santé, trouver un logement, chercher un emploi, inscrire les enfants à l'école. Et le troisième objectif, qui est important, c'est de créer du lien. Permettre aux gens de se rencontrer, de poser des questions. Et côté pratique, il y a des points importants. D'après nos sources, cette formation est gratuite, c'est ça ? C'est ça, elle est entièrement financée par l'État. Et, détail crucial, si la personne ne maîtrise pas encore bien le français, un interprète est présent. Absolument. Un interprète est là pour tout traduire. C'est un énorme plus. Ça garantit que tout le monde part sur un pied d'égalité. D'accord ? Et à la fin de ces 24 heures, on ne repart pas les mains vides. On reçoit une attestation nominative de sérieux et d'assiduité. C'est un peu le diplôme de la formation. C'est le sésame ? C'est le sésame. C'est ce papier qui prouve qu'on a bien été là et attentif, qui est indispensable pour avoir le droit de s'inscrire à l'examen et puis pour déposer son dossier en préfecture. D'accord. Et là, il faut vraiment insister sur le changement de logique radical du 1er janvier 2026. Ah oui. Avant cette date, la formation avait lieu après l'obtention du premier titre de séjour. C'était une sorte de service après-vente de l'intégration. Je vois. Aujourd'hui, tout est inversé. La formation et l'examen doivent avoir lieu avant même de déposer son dossier. C'est devenu une condition préalable, un prérequis. Le parcours est donc beaucoup plus balisé en amont. Pour réviser et se préparer, j'imagine qu'il y a des outils ? Oui, il y a une ressource centrale et officielle, le site formationcivique.intérieur.gouv.fr. D'accord. C'est la Bible du candidat. Tout y est et c'est gratuit. On y trouve les 222 fiches thématiques qui couvrent tout le programme, les fameuses listes de questions pour s'entraîner et aussi la carte de tous les centres d'examen agréés en France pour savoir où s'inscrire. Mais les documents officiels insistent lourdement sur un point, n'est-ce pas ? Oui, et c'est un avertissement important. Consulter le site, lire les fiches, c'est très bien, mais ça ne remplace en aucun cas l'obligation d'assister en personne aux 24 heures de formation. C'est un complément, pas une alternative. Exactement. Les sources ajoutent aussi que des aménagements sont prévus pour les personnes en situation de handicap ou qui ont des problèmes de santé, à condition de fournir un certificat médical. Parfait. Bon, si on fait le bilan, on a un nouvel examen, obligatoire depuis quelques jours, pour une première demande de titre de séjour de longue durée. C'est un QCM de 40 questions, il faut 80% de réussite. C'est ça. Il couvre 5 grands domaines de la vie en France et il est préparé par une formation civique de 4 jours, elle aussi obligatoire, qui doit se faire avant toute démarche. Alors, si on prend un peu de recul, que faut-il retenir de tout ça ? Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce système vient formaliser ce que l'État considère comme le socle minimum de connaissances pour une intégration réussie. D'accord ? On passe de quelque chose qui était de l'ordre de l'engagement moral, la signature du contrat d'intégration, à une validation de compétences concrètes et mesurables. On passe en quelque sorte d'une promesse à une preuve. C'est une façon de rendre les règles du jeu beaucoup plus explicites. C'est l'idée. Et pour conclure, il y a une pensée qui me vient en relisant toutes nos sources et en pensant à l'autre discussion. On a bien vu que les questions factuelles, la date de 1905, le surnom de Louis XIV, sont publiques. Oui. Tout le monde peut les apprendre, c'est de la mémorisation. Mais les mises en situation, qui pèsent près d'un tiers du résultat et qui touchent au cœur du réacteur, les valeurs, les droits, elles restent une boîte noire. C'est la partie immergée de l'iceberg. Exactement. Et ça soulève une question de fond qui est passionnante. Qu'est-ce qui est le meilleur indicateur d'une intégration réussie ? Est-ce que c'est la capacité à réciter une date historique, apprise par cœur, ou est-ce que c'est la capacité à mobiliser une valeur républicaine, comme l'égalité, pour réagir de manière juste et appropriée dans une situation sociale complexe, imprévue ? C'est une bonne question. Finalement, cette partie invisible de l'examen, elle est peut-être la plus révélatrice de ce qui est vraiment attendu de la part des nouveaux arrivants. Ce n'est pas seulement ce qu'ils savent, mais comment ils pensent et au fond, comment ils agiraient. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok.
et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.